Nous allons parler donc, pour commencer, des généralités. Il est important d'entrer, de poser le problème avec le contexte juridique et des notions essentielles qu'il convient de connaître. Pour ce qui est du contexte juridique, et commençons par quelques considérations générales. Toute entreprise a besoin de capitaux pour se créer, pour fonctionner et pour se développer. Les capitaux propres dans un bilan donc, et pour une entreprise sont donc importants. Ils sont constitués à l'origine par les apports effectués par les propriétaires de l'entreprise. Puis, plus tard, après la création de l'entreprise et en cours de vie sociale, par les réserves, c'est-à-dire des bénéfices réalisés qui n'ont pas donné lieu à distribution, mais également par le résultat de l'exercice, bien sûr, et par d'autres éléments. Le ou les propriétaires, lors de la création de l'entreprise, ont un premier choix à faire: créer une entreprise individuelle ou créer une société qui regroupera de ce fait plusieurs associés. Au niveau des sociétés, la constitution des principales sociétés se réalisera par des apports effectués par les associés, apports que nous évoquerons en détail. Les règles de création touchent le droit des sociétés et le droit fiscal. Nous traiterons bien entendu principalement la comptabilité de cette constitution pour l'essentiel, mais nous ferons aussi quelques rappels annexes. Donc, revenons à cette création, et pour cette création, une décision est à prendre par les fondateurs. Quelle structure à adopter? Ce choix découlera en grande partie des capitaux nécessaires lors de la création et des prévisions de développement de l'entreprise. Il ne faut pas négliger, pour le créateur, certains points. J'en citerai 3. Le degré de sa responsabilité, il n'est pas le même selon l'entreprise créée. Le régime d'imposition, impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés. Et puis, le concernant plus personnellement, son propre régime, son statut, on va dire, son statut social. Parlons un petit peu du contrat de société. La constitution d'une société se réalise juridiquement par la rédaction d'un pacte social. Ce pacte social, qu'est-ce que c'est? C'est simplement les statuts qui fixent les règles de fonctionnement de la société et qui lient les associés entre eux. Parlons de la nature des apports. Les apports réalisés, tout particulièrement lors de la constitution de la société, peuvent consister en plusieurs formules, mais on peut néanmoins les regrouper en deux grandes catégories. Les apports en numéraire, donc il s'agit de versements de fonds, et les apports en nature, qui peuvent être des biens corporels, incorporels, qui peuvent être des créances, etc. On distingue, une autre distinction peut être faite, mais elle est plus fiscale que comptable, dont nous garderons apport en nature, apport en numéraire. Je vous cite malgré tout la distinction plus fiscale. Ce sont des apports purs et simples. On apporte des actifs, du matériel, des stocks, des créances. Et puis, les apports à titre onéreux. Par exemple, la société va reprendre des dettes, bien entendu, dès le départ. Il existe une autre catégorie d'apports qui est moins connue, moins courante, si vous voulez, les apports en industrie. Ces apports en industrie représentent des connaissances particulières, des connaissances techniques ou professionnelles, relationnelles, etc., que peut apporter à une entreprise certaines personnes. Toutefois, et c'est important de le retenir, ce type d'apport est interdit dans les sociétés anonymes. En effet, il est difficile d'évaluer une contrepartie vraiment tangible. Les apports donnent lieu à la remise d'actions ou de parts sociales. Ces titres représentent donc un droit de propriété sur la société, donc sur son patrimoine. Il est à noter que les apports d'industrie ne donnent qu'un droit lors du partage des bénéfices, et certainement au moment de la liquidation de la société, mais ne donnent pas donc les mêmes droits que les autres titres que l'on dira
titres classiques. Donc, ils ne forment pas le capital. Parlons également d'un point particulier, le caractère obligatoire du capital. Est-ce qu'un capital doit être obligatoirement formé pour tout type d'entreprise? C'est la question que l'on va résoudre. Le capital, on le sait, peut être différent en fonction du type de société. Et l'on peut remarquer que dans les sociétés dites de personnes, où la responsabilité des sociétés est illimitée et parfois même solidaire, eh bien le capital reste libre. Aucun minimum n'est fixé par les textes et par la loi. Par contre, dans les SARL, sociétés à responsabilité limitée, et les sociétés EURL, entreprises unipersonnelles à responsabilité limitée, eh bien, la responsabilité des associés est illimitée. Donc c'est cette responsabilité illimitée et souvent solidaire qui fait que la garantie des tiers est assurée. On n'a pas besoin de déposer du capital. Donc dans ce cas-là, aucun minimum n'est fixé, mais il ne peut pas être nul. Enfin, dans les sociétés de capitaux, principalement les sociétés anonymes et les sociétés en commandite par action, ce capital est variable. D'accord ? Pour les SA, par exemple, le minimum est de 37 000 € si la société ne fait pas un appel public à l'épargne. Par contre, dans le cas contraire, le minimum se situe à 225 000 €. Pour les SAS, ne nous trompons pas, les sociétés anonymes simplifiées, aucun montant minimum n'est fixé par la loi. Avant d'attaquer le cœur du problème, encore un point, si vous voulez, de théorie, les formalités de publicité, les formalités qui sont à accomplir dans le cadre de la constitution d'une société. On va distinguer dans les formalités les opérations à réaliser et les formalités proprement dites. Pour les opérations nécessaires, elles sont, si vous voulez, à entamer initialement, nous allons dire. Établissement des statuts. Premier travail, signature de ces statuts et enregistrement des statuts. C'est quand même la règle de fonctionnement de la société. Ensuite, souscription intégrale du capital, surtout quand il est absolument obligatoire. Et enfin, dépôt des fonds, c'est encore une troisième opération, dépôt des fonds soit chez un notaire, soit plus couramment dans un compte bloqué en banque. Si nous passons aux formalités proprement dites, eh bien, il va falloir informer les tiers de la création de l'entreprise, dont nous allons avoir une publicité légale pour informer les tiers de cette création de société. Nous allons avoir une immatriculation officielle, bien sûr, de la société au registre du commerce et des sociétés. Et si vous voulez, ces étapes vont nous guider en quelque sorte, parce qu'elles se suivent, elles vont nous guider dans les enregistrements comptables qui seront à effectuer. Comme je le dis bien souvent, la comptabilité n'étant qu'un appareil photographique, je le dis très schématiquement, eh bien, la comptabilité va enregistrer ces étapes au fur et à mesure qu'elles se réaliseront.